s'il n'y a pas de sanction, le monde entier va rigoler avec la Belgique. Je pense sincèrement, on se tape dessus après 5 minutes. Le football, c'est ça, c'est toujours à court terme. Hein. Je pense qu'à l'époque, il y avait pas de mauvais choix à faire. Ça veut dire qu'il y a des règles claires au sein du groupe. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entre les lignes, le podcast belge qui parle foot. Et avant même de commencer ce nouvel épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Et au programme cette semaine, on va parler de la Pro League, on viendra sur le Footgate, on parlera également de Première League et on parlera évidemment de la CAN. Et pour m'accompagner cette semaine, et comme chaque semaine, Marvin Ogunjimi. Bonjour tout le monde. J'ai l'impression d'improve un peu chaque semaine ma présentation quand je te présente. Moi j'adore. À côté de toi, on a Guillaume François qui joue à l'Union. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir, bonjour. Et à côté de toi, on a Will. On a quand même l'honneur d'avoir le T2 du Standard. C'est Quand même, attention. C'est gentil, merci. Voilà. J'espère que vous avez tous passé un bon week-end. Et on va directement commencer, rentrer dans le vif du sujet. Qui est votre meilleur joueur du week-end ? Pour ma part, et ça n'a rien à voir avec la couleur des cheveux, Ni la ressemblance. Non, du tout. C'est Kevin De Bruyne à Man City, pour son but et pour sa prestation générale. Et surtout qu'il vient de revenir. En plus, il revient, il marque, il est décisif, quoi. Ouais, voilà, c'est le grand Kevin De Bruyne au sommet de son art. Ouais, je suis assez d'accord. On en parlera plus longuement juste après. Donc, très bien. Et toi, Guillaume ? Et moi, en toute objectivité, Thomas Meunier. un très beau doublé de la tête dans la victoire à Fribourg. Ouais, il revient très bien. Je pense qu'il a passé de très bonnes vacances. C'est ça. Et c'est nos entraînements individuels, à mon avis, qui ont fait qu'il pète la forme. Mais très beau doublé. Et si vous avez vu les têtes, c'est deux chefs-d'œuvre. Et comment tu expliques ce retour en forme par ses entraînements ? Non, il a eu des petits soucis physiques tout un temps. Mais ça fait un petit temps qu'il est de retour. Et puis, il y a la Coupe du Monde qui va arriver c'est ça, très en tôt. fait. Donc, il sait qu'il faut péter la forme. Hein. Ouais, pour nous, c'est positif. Et toi, Marvin ? Moi je vais rester en Belgique. Je vais dire Balikwisha parce que ça fait depuis quelques semaines que je lui dis qu'il doit jouer, que je ne comprenais pas pourquoi il joue avec deux attaquants. Et depuis qu'il joue plus, et il montre ses qualités et pourquoi on a payé autant d'argent pour lui de Standard. Et pour moi, franchement, il a montré que c'est lui qu'il faut faire. Donc c'est le joueur d'Anvers qui a gagné d'ailleurs ce week-end face à Charleroi. Oui, et c'était avec lui et Benson qui étaient vraiment tous les deux forts sur leur côté, 1 contre 1. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ils ont laissé ça à Charleroi, mais c'est pour ton frère. Et oui, Balikwisha, c'est lui. Ouais. Ok, très bien. On va parler un peu de Malines qui ne s'est pas présenté au match face à Shell à cause des cas de Covid et potentiellement ils sont en fait pénalisés à cause du Covid et des joueurs qui sont partis pour les matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Vous comprenez cette décision et surtout, qu'est-ce que ça va engendrer ? Vous pensez que d'autres équipes vont commencer à faire ça aussi ? Un peu se rebeller en fait ? Je sais pas personnellement, toutes ces règles du Covid et toutes ces choses qui changent toutes les semaines, j'ai du mal à suivre pour être honnête. Au début, on pouvait pas remettre de match pour cas de Covid. Maintenant, c'est 7 joueurs qui ont cas de Covid. Et 7 joueurs importants qui ont joué plus de 30%, ouais, je voilà. crois un truc un peu... Donc, il y a une zone grise et ça laisse un peu un flou que tout le monde essaye d'utiliser pour leur bien, entre guillemets. Et on voit qu'il y a des matchs qui sont joués malgré des cas de Covid. Et donc Malines s'est dit, non, pour le bien de nos joueurs, on ne va pas y aller. Pour la santé de tout le monde, on ne va pas y aller. Mais ça va être quoi la conséquence ? On le sait déjà ? Pas encore, je pense que ça passait pas encore sorti, hier ou aujourd'hui. C'est mais ça. Après, je pense pas que ce soit à nous non, tout à fait. de décider ou d'émettre un avis sur ce que Malines a fait. Je pense que c'est leur Toi, tu droit, l'aurais fait ? Enfin, vous, le Standard ? Je sais pas, c'est impossible à dire. Le choix n'aurait pas été le mien. Mais voilà, est arrivé ce qui est arrivé. Parce qu'il y a un flou dans ces règles. Parce que là, ils veulent aussi reporter potentiellement le match de mercredi face à Genk, alors que c'est déjà un match reporté qui devait avoir lieu le 29 janvier et qui est quand même reporté, 26 janvier. Et donc, ils veulent continuer en fait à reporter ces matchs, quoi. Ouais, mais quelque part, je comprends parce que comme Defour, il a dit quelque part, il y a quelques semaines, Anvers, ils ont pu apporter leur match. Tout à fait. Alors que dans les règlements, il n'y avait rien mis. Donc pourquoi maintenant, dans les règlements, ils ont bien dit 2 gardiens, si positifs, peuvent reporter le match. Encore, ils disent non, donc pourquoi tu peux faire ça pour un match qui n'a rien dans les règles ? Et quand c'est en ordre, tu ne veux pas accepter. Donc d'une partie, je comprends ma ligne. Et je pense que Genk, c'est un grand club. Donc si maintenant eux veulent dire non, on ne fait pas, ça va un peu être petit, mais bon, reste à voir. Et par contre, le calendrier va être complètement chamboulé, en fait. On est reparti pour des matchs, 2-3 matchs par semaine, quoi, en fait.
À voir. Oui, c'est à voir. Suspense. Nous, on a trouvé facilement, hein, on rejoue ce soir. Ouais, j'avoue. On va en parler justement. Mais pour revenir sur Louvain, vous avez vu les images de l'échauffement de Louvain? C'était quand même assez... ils sont quand même montés sur le terrain pour s'échauffer. C'est ça. Ils ont joué. Ils ont fait un petit match amical comme ça entre eux. Match d'échauffement. Ouais. Je trouve ça un peu ridicule de Brest de faire tous ces cinémas pour... on sait très bien que Malines, quand ils ont su qu'ils n'allaient pas venir, il ne fallait pas faire ça. Ils ont fait un communiqué dans la journée ou même la veille. Mais la règle, c'est l'arbitre doit être là au moment, enfin doit être sur le terrain au moment pour lancer le match en fait, pour siffler le match. Et si les joueurs sont pas là, alors c'est là que tu annonces en fait que le match est reporté, annulé. Oui, mais et donc tu es obligé en fait de te présenter quoi. Oui, mais la manière qu'il a fait, à un moment, oui, tu ça, peux dire écoute, ils viennent pas. Et là, ils étaient dans un taureau en train de. Tout à fait. Non, c'est sûr. Beaucoup de cinéma quoi. Sur les règles qu'il disait, c'est vrai que on dit de base, tu mets des règles au début de la saison et tu les respectes jusqu'au bout. Mais quand on voit même le gouvernement avec le Covid, ils sont dans l'inconnu, ils changent constamment les règles. Est-ce qu'on peut en vouloir à la Pro League d'essayer de les changer pour essayer d'adapter au mieux? C'est compliqué. Après, voilà, il faut essayer de les respecter. Tout à fait. On va revenir sur le Classico, El Classico. Donc c'est Anderlecht Standard, donc 1-1. Est-ce qu'on parle d'opportunisme, de hold-up, de quoi? C'est une bonne question. D'un match nul arraché dans les derniers instants, on va dire, sur une erreur individuelle qui fait partie, tout à fait du jeu. Fait partie du jeu. On est conscient que c'était pas notre meilleur match footballistiquement, ni par moment dans l'état d'esprit qu'on a montré. Mais c'était important de ne pas perdre, surtout dans la dynamique dans laquelle on est pour l'instant. Donc point important, et on va continuer à travailler très très dur parce qu'on sait que le Standard n'est pas à sa place pour l'instant. Et quand tu dis point important, c'est genre vous l'avez considéré limite comme une victoire d'avoir arraché ce match nul? Non, parce que tu considères jamais un match nul comme une victoire, mais dans l'effet que ça a dans un vestiaire, déjà c'est pas une défaite, et tu as quand même montré une certaine hargne pour aller jusqu'au bout, pour aller déjà ne pas prendre un deuxième but. Et pour aller arracher un match nul à Anderlecht, et vu l'état de forme dans lequel ils étaient, c'était important pour nous de repartir de là-bas avec un point, avec beaucoup de choses à corriger, avec beaucoup de choses à travailler, mais quand même un point positif. La possession de balle était catastrophique. Ouais, mais j'ai une petite anecdote là-dessus. On était sur le banc en première mi-temps, et Jean-François Gillet, l'entraîneur gardien, me regarde, il me fait « Oui, t'as les stats de la possession ?» Je le regarde, je dis « Oui, je les ai. » C'était 30%, non? Ouais. Et je lui dis, mais c'est pas le plus important là pour l'instant. Mais non, mais on était parti là-bas avec un plan de jeu plus que correct, je pense. Même si ça n'a pas donné place à un grand classico comme on a connu dans le passé. Mais voilà, c'est là où on en est pour l'instant. On en est conscient, on sait que c'est pas assez. Mais on fait les efforts, on va continuer. Donc c'est un point qui fait du bien en fait, et mentalement, parce qu'en fait l'équipe doit quand même se reconstruire aussi mentalement. Non, et clairement. Un point pareil pris à Anderlecht. Clairement. Et je ne cherche pas d'excuses, mais il y a des nouveaux joueurs, on doit les intégrer. Il y en a 4. Et 3 qui ont été titularisés. Hein. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc déjà un joueur, ça change beaucoup dans une équipe. Maintenant il y en a 3, donc c'est trouver l'équilibre et trouver le bon milieu pour commencer à faire des résultats. Que le Standard doit faire. Et pourquoi avoir directement alors titularisé les 3, enfin 3 sur 4? De par le fait qu'on a 5 joueurs à la CAN, qu'on a eu quelques cas de Covid aussi, et que on les a transférés pour qu'ils jouent. Donc pour nous, la question s'est même pas posée. Et vous pensez quoi, que c'est une victoire, une défaite d'Anderlecht, donc qui a carrément laissé des points, ou c'est le Standard qui a été chercher ce match? Moi, je pense que c'est l'Anderlecht qui a perdu le match, parce que quand tu vois les dernières semaines Anderlecht, tu penses qu'ils vont manger Standard. Pour le moment, Standard, ils ne sont pas là, ils doivent être. Mais après, chaque point que tu prends, c'est toujours un peu mérité de l'autre équipe. Donc, je pense que Standard, ils ont fait avec leurs moyens en ce moment. Ils ont parti prendre ce point. Comme lui, il dit que pour le moment, c'est ça qu'ils cherchent. Après, je ne pense pas que c'est assez pour Standard pour prendre chaque semaine un point. Donc, je pense que le Standard que tout le monde veut voir doit être dans le premier 8. Là, vous êtes 15e pour l'instant, 14e 14e. Et toi, Guillaume, t'en penses quoi? Ouais. Toi qui es leader, là, tranquille, sur les sommets de la Pro League. Ce que Will a dit, moi je vais retenir surtout le côté mental, parce qu'en plus de ça, c'est un classico. Donc, que ce soit pour les joueurs ou les supporters du Standard, c'était vraiment important de revenir sans une défaite.
Et la manière, on va en parler encore 2-3 jours et puis on aura oublié et on dira qu'ils ont ramené un point d'Anderlecht. Donc mentalement, comme l'a dit, la semaine dans le vestiaire, c'est une toute autre atmosphère. L'ambiance est différente après un match nul qu'une défaite. Donc voilà, peu importe la manière. Mais espérons que ça lance une série en fait pour le Standard. Ce serait pas mal, quoi. Espérons-le. Ouais. Sincèrement, je l'espère parce qu'il y a de la qualité dans le vestiaire et il y a des joueurs qui ont envie. C'est juste que par moment, ça n'a pas été. Mais c'est pas facile parce que, comme tu dis, il y a 5 joueurs qui sont à la CAN, donc eux, bientôt, ils vont revenir. Donc, il y a certains joueurs qui maintenant, peut-être, ils vont se manifester, qu'après, ils doivent encore repartir, comme il y a Collins Fay qui fait un très bon début de la CAN, et encore des autres. Donc, comment tu vois ça pour le futur? Parce que c'est bien 5 joueurs qui sont partis, qui doivent revenir, que de base, ils sont titulaires. C'est chaud pour après les remettre. Non, c'est compliqué, mais clairement, la CAN est arrivée à un moment qui n'était pas facile à gérer non plus, parce qu'on était censé partir en stage. Bon, maintenant, on n'est pas parti à cause du Covid. Mais pareil, tu as essayé de générer un état d'esprit et un lieu où tout le monde se sent bien et a envie de travailler. Sauf que ces 5 joueurs n'étaient pas là. Donc forcément, tu as créé une dynamique et tu as créé un flow dans lequel tu voulais t'installer. Et on va devoir se réadapter quand ces joueurs rentrent de la CAN, et ils vont tous rentrer probablement à des moments différents. Donc ça va être une question de gestion, de savoir les réintégrer et de nouveau retrouver un équilibre où tout le monde se sent bien et peut être performant. Juste, je pense que ça va prendre du temps, et en ce moment-là, vous n'avez pas le temps pour tout ça. Non, il reste combien de matchs? 15 matchs ou 14 matchs? Peut-être même moins. Donc, je pense que vous n'avez pas le temps, mais c'est nécessaire de le faire, et je vous souhaite bonne chance pour ça. C'est gentil. En tout cas, on espère clairement voir le Standard plus haut. C'est clairement pas leur place là où ils sont. Donc on en reparlera. Parlons Union. Serein-Union. Donc la deuxième mi-temps se jouera ce soir à 20h. Mais comment ça s'est passé là-bas? Enfin, surtout, comment ça s'est passé et comment tu te remotives après laisser passer 2 jours comme ça pour jouer une deuxième mi-temps un peu tout d'abord, on est arrivé là-bas. Anthony Maurice, qui habite dans le coin, m'avait déjà dit le matin même, écoute, ça fait 2 jours qu'il y a un brouillard impossible le soir, on va jamais jouer ce match. Bref, on se prépare quand même et on arrive, et en effet, on voit une fois que le soleil se couche, le brouillard qui arrive, mais tu le voyais minute après minute avancer sur le terrain. Et là, l'arbitre décide quand même de commencer le match. Et tout a bien tourné pour nous. On inscrit 2 buts. Mais sur le terrain, rapidement. On voit bien les choses. Franchement, à la télé, on voyait rien du tout. Hein. Non, donc on s'est réinformé pour la règle. Donc l'arbitre se met au milieu du terrain, et s'il voit les 2 goals, on joue. Les 2 poteaux, c'est pas aussi les 2 poteaux de corner? C'est ça, hein, les 2 piquets? C'est la diagonale. C'est en diagonale, hein. Ouais, la diagonale. Et ok, voir, c'est un grand mot, on les devinait. C'est ça. Et honnêtement, nous qui étions d'un côté sur le banc, on ne voyait pas le flanc opposé. Vraiment pas. Les buts, on les a devinés. Donc là, on se dit, mais il y a un peu d'ambiance là-bas, c'est bon. Mais les mecs sur le terrain ont dit que les yeux s'étaient un peu habitués, et le match a pu se dérouler. Pour eux, sur le terrain, il n'y avait pas de soucis. Enfin, pas trop de soucis. Mais quand tu vois notre capitaine qui a une superbe idée au coup d'envoi, il frappe directement. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui. En plus, ils mettent un jeune gardien, c'est son premier match, donc forcément la confiance n'était pas au rendez-vous. Mais tu vois clairement qu'il y avait des manquements. Après, la règle était respectée au niveau de la vision. On a pu jouer la première mi-temps, et de nouveau, à la mi-temps même, le brouillard ça a encore intensifié. Et là, on était sûr de jamais recommencer. Après, pour se préparer, c'est facile. On a 2-0 et on a une rouge. Ouais. Donc la préparation, elle a été simple. On a eu 2 jours, un peu de recovery pour les mecs qui ont joué. Et le reste, tu t'adaptes et tu prépares tactiquement la deuxième mi-temps. Vous jouez contre qui ce week-end? Genk. Ah ouais. Genk dimanche, puis Bruges, Anderlecht, Antwerp. Ah oui, en fait, ce qui vous attend, là, c'est un petit marathon, quoi. Ouais, c'est excitant. c'est vraiment un chouette programme. La motivation ne va pas être compliquée à aller chercher. Et on sera curieux de voir où on en est quand on sortira de ce petit marathon. Et comment vous vous sentez là, l'Union? Ok, tu as les gros matchs qui arrivent, vous êtes solide leader, qu'on se le dise. Vous êtes en confiance, vous doutez, vous dites quoi? Que ça peut se terminer, qu'il y a une bascule qui va peut-être arriver on a le même discours bateau depuis le début, mais c'est la vérité. Dans le groupe, il y a 0 pression, on ne nous attendait pas là. On peut dire de l'extérieur que la saison réussit. On ne se prend pas la tête. On a bien fait les 10 premiers matchs. On se dit ça va s'arrêter à un moment donné. Donc on ne se prend pas la tête, on continue. Et match après match, la phrase la plus bateau du football, ça continue, les victoires s'enchaînent. Quand on perd, on en discutait avant, contre Louvain, on se dit est-ce que c'est maintenant le tournant? Et derrière, on va regagner à Saint-Tron péniblement, mais on reprend 3 points et on était reparti sur une série. Donc
on se fixe des petits objectifs. On voulait être champion d'automne. Après, on voulait être leader au 31 décembre. Et là, on a encore les points d'avance. C'est vraiment step by step en fait que vous faites. Voilà. Et ici, le prochain step, c'est de voir après ce mois de matchs super intéressant, de voir où on en sera dans 4 matchs. Quoi. Parce qu'il ne reste que, je pense, 12 matchs maintenant. Oui. Après Serein, donc nous 13. Mais après ces 4-là, il n'en restera pas beaucoup avant les playoffs. Donc on pourra vraiment se fixer un dernier objectif à court terme après cette série de 4 matchs. Mais je pense que tu ne peux pas faire autrement que de fixer des objectifs à court terme. Ouais. Parce qu'avec le Covid et avec tout ce qui se passe dans le monde pour l'instant, tu prends, et tu le dis, c'est la phrase bateau, mais tu ne peux que regarder le prochain match. C'est le prochain match que tu dois gagner, et tu ne peux pas regarder ce qui va se passer après. Tu ne peux pas regarder, parce que tu as une carte rouge, ça change tout, tu as une blessure, ça change tout. Donc, ouais, tu gagnes le prochain match, et puis tu regardes le prochain, et puis tu regardes le prochain, et c'est bidon, et c'est un peu bateau. Mais dans le fond, c'est la vérité. Mais tous les clubs ne pensent pas comme ça. Genre un club Bruges, par exemple, je suis pas sûre qu'ils pensent match par match, par exemple. Non, tu vois ce que je veux dire. Le club de base est différent. Voilà, ouais. Oui, c'est ça que je dis. Donc c'est ça. Donc c'est mais vraiment, l'objectif du club, ça c'est une chose, mais l'objectif au sein du groupe même, c'est ok, on veut atteindre tous ces objectifs, mais avant de penser à ces objectifs-là, il faut quand même aller gagner contre Saint-Tron, contre Penn, contre tous ces clubs-là. Donc ouais, c'est bateau, mais dans le fond, c'est la vérité, je pense. C'est quoi la force de votre coach? Parce qu'on a eu semaine passée ici et franchement, il m'a impressionné. Mais vous, comme joueur, c'est quoi la force d'un coach? Parce que lui, il dit bien ces trucs comme un coach doit dire. Mais quand tu joues, c'est toujours différent de voir un coach, surtout quand tu ne joues pas. Mais quand je te vois comment tu pars de l'équipe, même tu es heureux, tu es content. Donc il y a un truc que lui, il fait très bien. Ouais, pour essayer de simplifier et de schématiser un petit peu, je pense que sa force, c'est d'avoir une gestion collective. Et dans sa gestion collective, avoir une gestion individuelle pour chaque joueur. Ça veut dire qu'il y a des règles claires au sein du groupe, mais le coach va quand même les adapter légèrement à chaque individu, parce qu'on est tous différents. On a joué ensemble. Quand tu as un coach qui met une règle pour tout le monde et qui est droit, qui ne regarde pas à gauche, pas à droite, ça peut durer un temps, mais souvent ça explose à un moment donné. Et je ne dis pas qu'on a des cas compliqués à gérer, on a vraiment un vestiaire facile, mais quand même, sa gestion individuelle à travers tout ça, c'est ce qui fait qu'il arrive à maintenir tout le monde dans le même bateau. Après, on a un groupe qui n'est pas trop grand non plus, donc tu as plus de contents que de déçus. Ça aide aussi, parce que quand tu as 35 joueurs, forcément, il y a plus de déçus. Mais tout ça mis l'un dans l'autre, avec les bons résultats qui suivent, tout va bien. Quand tu donnes au coach, il te rend. Il t'en parlait la semaine dernière. Et c'est tous ces petits détails dans sa gestion qui font que le groupe vit vraiment bien. Et puis après, ça fait 1 an et demi qu'il a mis les bases de sa philosophie de jeu. En D1B, on critique beaucoup la D1B, mais ça a été quand même vraiment notre saison pour poser les bases. On n'a pas fait de transfert. On a commencé les 5-6 premiers matchs avec le même 11 qui était déjà présent en D1B. Et c'est là qu'on a pu prendre un peu d'avance sur tous les clubs qui se reconstruisaient et qui recommençaient avec un nouveau groupe. Je pense que tous ces petits détails font qu'on vit vraiment bien. Et puis, il y a 0 pression. C'est ça, en fait, c'est que du bonus, en fait, ce qui se passe pour vous. Bah oui, le coach le répète tout le temps, mais nous, on a envie, mais les autres, ils doivent terminer dans les playoffs. Et là, c'est toute la différence. En tout cas, vos discours sont bien... c'est exactement la même chose, mais c'est bien. Pour revenir, tu dis que vous avez une groupe facile, mais lui, la semaine passée, il a dit qu'il y a un joueur qui est un peu borderline, il n'a pas dit son nom. Mais il ne voulait pas dire le nom. On parlait sûrement de moi. C'est ça qu'il a dit. Non, mais je pense que j'ai écouté un petit peu et ce que tu disais, c'était vrai. Quand le joueur performe et apporte quelque chose au groupe, tu peux te permettre, pas des petits écarts, mais d'arrondir un peu les angles avec lui. Mais ce joueur-là est conscient aussi que s'il ne performe pas 2-3 semaines d'affilée, il aura moins de crédit qu'un titulaire qui est parfait au niveau comportement. Mais quand il dit qu'il y en a 1 ou 2 difficiles à gérer, ayant connu des autres vestiaires, ça reste... C'est ce qu'il a dit, il a un peu tempéré quand même. Il a dit difficile un peu à gérer. C'est vraiment c'est celui auquel je pense. Hein. Mais non, franchement... Que tu ne diras pas, évidemment. Non, parce que je n'en suis pas sûr. Moi, j'ai une question pour vous deux par rapport au Berscott, juste comme ça, parce que tu as joué au Berscott, tu as entraîné le Berscott. Moi aussi, j'ai joué au Berscott. Et toi aussi, c'est là que vous avez joué ensemble? Oui. Ouais. Ah, j'adore. Voilà. Entraîné ensemble. Parfait, on n'a pas joué ensemble, je pense. Non, aucun match? Peut-être en janvier, ouais, peut-être. Je ne me rappelle plus parce que tellement on était nulle part. Donc, Comment vous analysez la saison catastrophique du Berscott? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, t'es parti et...
Ça s'effondre. Non, je pense qu'on était en fin d'année passée, simplement arrivé à la fin d'un cycle. Ça faisait, moi, personnellement, 3 ans que j'étais là, et une grosse majorité des joueurs aussi. Et j'ai eu une discussion très, très ouverte et très honnête avec la direction en disant, écoutez les gars, moi je vois les choses comme ça. Je pense qu'il faudrait changer certains éléments et passer à autre chose. J'ai même dit, ok, ça devrait coûter autant. Mais je pense vraiment qu'il faut régénérer une nouvelle dynamique, parce que sinon ça va être compliqué. Et le club a décidé de faire confiance à quelqu'un d'autre. Et j'ai vraiment aucun problème avec ça. J'ai même tout le respect pour cette décision. Et moi, simplement, je ne me voyais plus dans ce projet-là. Je ne me voyais plus travailler sous quelqu'un d'autre, or que j'avais été T1 dans le même club. C'était un peu particulier. Ils ont fait les choix qu'ils ont fait. Et, malheureusement, ça me fait de la peine parce qu'on a vraiment travaillé très très dur pour faire remonter le club en D1. Et c'est dommage de les voir souffrir autant cette saison-ci. Ils n'ont que 9 points. Je pense qu'on ils regrettent de devoir laisser partir parce que c'est pas possible d'avoir cette dynamique là, il y a 1 an. Et quelques mois après, ils sont déjà en B avec un pied. Donc je pense qu'ils regrettent maintenant parce que ils ont vraiment fait, comme j'ai dit chaque semaine, ils ont vraiment fait un choc culture entre Losada et toi et Peter Mas. Et je pense que maintenant, voilà, ils regrettent, c'est tout. Donc, comme on l'a répété, je pense, de l'extérieur, vu que il a vécu ça à l'intérieur, le départ de Tissou Dali a vraiment fait perdre tout un équilibre qu'on ne pensait pas aussi fort autour de lui. Holshouser n'a plus le niveau qu'il avait en début de saison passée. Et ouais, je pense que le vrai problème, c'est qu'on n'a jamais été ensemble au Berscott. Ouais, exactement. C'est ça en fait, c'est ça le truc. Ça, c'est la formule miracle. Non, mais je pense que Guy a raison. Le départ de Tissou Dali en janvier passé nous a vraiment fait mal. De un, parce qu'il n'a pas forcément été remplacé. Et puis on le voit maintenant, le Tissou Dali qui est à Gand et qui joue à la CAN maintenant, mais c'est un autre niveau. Et cette créativité, cet impact qu'il a sur le jeu est clairement un déficit du côté du Berscott. Et il paraît encore beaucoup plus fort maintenant qu'à l'époque du Berscott. Ouais. Parce qu'il a progressé, parce qu'il joue avec des meilleurs joueurs aussi, il ne faut pas se le cacher. Donc. Quand je le vois maintenant sur le terrain, il me fait penser un peu à Mehdi quand c'était vraiment quand c'était le Mehdi que tout le monde connaît. Parce que Mehdi, quand il est au top, c'était peut-être un des meilleurs joueurs sur nos terrains. Et quand je vois ce que Tissou Dali fait sur les petits espaces, c'est vraiment fou comment il peut s'en sortir dans tous les trucs. Donc GBA, c'est vrai qu'il le manque. Mais moi, je reste avec les trucs de Peter Mas, que ça les a tués. Des joueurs comme Suzuki, Holshouser, moi, je ne les reconnais plus. Et je pense que c'est leur propre faute. Donc oui, tu es retourné au Standard. C'est la 3e fois que tu retournes au Standard. C'est un peu ça, même si tu as eu un passage éclair. Avec ça, 48 heures plus ou moins, c'est ça. Pour avoir choisi Donc, attends, je rappelle, début d'année, tu es en Ligue 1, tu es en France, puis le Standard t'appelle. Et pourquoi avoir choisi le Standard ? Donc pour revenir au début de la question, je suis parti en France parce que ça s'est terminé au Berscott pour moi. Et j'ai vu l'aventure à l'étranger comme un pas en avant. Et comme j'avais envie d'apprendre, j'avais encore envie de voir d'autres choses, de voir d'autres cultures, de voir d'autres façons de jouer au foot. Et donc Reims, c'était super intéressant. Et j'ai appris dans le court temps que j'étais là vraiment pas mal. Mais j'avais mes cours d'entraîneur à terminer, qui étaient ici en Belgique. Et quand Anderlecht et le Standard viennent toquer à ta porte, en tant que Belge, tu te poses la question. Et je n'étais, entre guillemets, que T2 à Reims. Et du coup, ça m'a pris par les sentiments, on va dire, et l'envie de terminer mes cours d'entraîneur correctement et de faire les choses dans l'ordre, et de pouvoir revenir dans un des plus grands clubs belges. La question était vite répondue, comme on dit. Et non, et puis pourquoi le Standard et pas Anderlecht ? Simplement parce que c'est l'environnement dans lequel je me voyais le plus me développer humainement et en tant que personne et en tant que coach, pardon. Parce que j'ai aucun problème à le dire. J'ai l'ambition d'être T1 un jour. Et le Standard m'offrait la possibilité d'être la personne que je suis dans un club que je connais. Et j'avais aussi un sentiment d'inachevé avec le Standard.
J'ai été viré en même temps que Yannick à l'époque. Et j'avais envie d'aider le Standard parce que est-ce que c'est un côté émotionnel, est-ce que c'est un côté sentimental, je ne sais pas. Mais j'ai eu l'accroche avec le club. Et je le dis, pour moi, à ce moment-là ou à ce moment-ci de ma carrière, je me suis dit, c'est là que je dois aller. T'as même pas 30 ans. Hein. Non, j'ai 29 ans. Ouais, non, mais c'est hallucinant déjà la carrière que tu as alors que tu n'as même pas 30 ans. Un petit jeune. Un petit jeune, ouais. Pourquoi aider le Standard et pourquoi pas aller chez Vincent et apprendre de Vincent? Non, clairement, je pense que j'aurais appris énormément avec Vincent aussi. Mais juste dans le sens où Anderlecht, c'est Anderlecht et Vincent a ses idées à lui et a sa façon de fonctionner qui fonctionne clairement et que je respecte aussi totalement. Mais j'avais du mal à me retrouver dans le contexte qu'il me proposait. J'avais du mal à voir quelle place j'aurais exactement. Et j'ai eu la conversation avec Vincent. Et je ne voyais pas trop où j'allais m'insérer et comment ça allait fonctionner. Et puis l'offre du Standard est arrivée et je me suis dit, je connais Lucas Elsner, je connais le club. Je ne vais pas dire que c'était la facilité, parce que je ne cherchais pas la facilité, vu la situation dans laquelle le Standard était. Mais c'était juste vraiment mon instinct qui me disait, là, tu vas pouvoir être toi-même, tu vas pouvoir continuer à apprendre en attendant le bon moment, le bon endroit pour devenir T1. Et je le répète, vu tout ce qui se passe au Standard pour l'instant, j'apprends toujours énormément. Même si c'est compliqué, même si c'est dur. Je grandis en tant que personne et je grandis en tant que coach aussi. Et quand tu vois ton frère à Charleroi, est-ce que je ne pense pas que tu es jaloux de lui parce que voilà, tout ce qu'il fait, il mérite. Mais il n'y a jamais eu un moment que tu dis pourquoi je ne vais pas être T2 de mon frère ou votre carrière c'est totalement différent? Non, on est complètement différents. Je pense que si je travaille avec mon frère ou mes frères, parce qu'il y a Nicolas, il est aussi là-bas. Ouais. Je pense sincèrement on se tape dessus après ça. Ça n'irait pas parce que Ed a sa façon de travailler, de voir le foot. On partage certains aspects de ce foot-là, mais il y a une méthodologie de travail derrière qui est différente et qu'il a ses principes à lui et que j'ai mes principes à moi. Mais j'ai aucune jalousie, sincèrement, je suis super content pour Ed et pour Nico et pour le travail qu'ils sont en train de faire. Et moi, je continue mon petit bonhomme de chemin, comme on dit. Et oui, à terme, j'ai envie d'être T1, mais je vais pas brûler les étapes et je vais pas forcer les choses. Je vais prendre les choses comme elles viennent, comme je l'ai toujours fait. Même si, je reste ambitieux et je reste déterminé à devenir un jour T1. Mais je le dis, il faut que ce soit au bon endroit, au bon moment et dans le bon contexte. Tu sois bien prêt en fait. Oui, c'est pour ça que moi je pensais, si tu pars en Anderlecht, tu es très bien. À un moment, Vincent, avec toutes ces ambitions que là, va pouvoir bouger, tu peux prendre de lui. Après, Anderlecht, c'est un grand club et tu peux prendre le contrôle de ce club parce que c'est bien que Compagnie, lui aussi, je pense qu'il est encore un peu jeune, donc il va plus aller vers toi comme tu es un peu jeune encore. Donc moi, je pense ça plus pour un tremplin pour toi, pour aller après peut-être prendre Anderlecht et apprendre de Vincent. Non, clairement, mais je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas de mauvais choix à faire. Certes, le Standard, avec toute la difficulté qu'il y a pour l'instant, ça reste le Standard de Liège. Ça reste l'histoire du club, ça reste les supporters, ça reste un grand club. Et Anderlecht l'est tout autant. Donc, c'était un choix de luxe, entre guillemets, de me dire soit je reste en Ligue 1 à Reims, mais ça, c'était plus sur le plan personnel, un peu compliqué avec les raisons que j'ai dit. Et puis, c'était une question d'instinct. Et j'aurais sûrement fait le bon choix en signant à Anderlecht aussi. Il n'y avait pas de bon ou mauvais choix à faire, je pense. C'était juste un choix instinctif à ce moment-là de ma vie, à ce moment-là de ma carrière, où je me suis dit, allons-y, on verra. Et je me retrouvais un tout petit peu plus dans ce projet-là. Ouais, je pense que carrière, c'est toujours important. Comme on en parlait avant avec Guillaume, quand on était à Virton, tu as pris Virton pour aller là-bas, pour aller jouer. Après, quand le club était failli, toi aussi, tu te dis, et maintenant, il y a quoi maintenant? Le football, c'est ça, c'est toujours à court terme. Hein. Pour le mieux, on signe des contrats de 3-4 ans quand tout va bien. Mais ça peut changer très vite. La preuve avec la carrière de Will. On peut faire beaucoup de clubs différents en peu de temps, malgré le fait qu'on soit un joueur, par exemple, ou un entraîneur qui a envie du long terme. Mais il y a des circonstances, surtout depuis 2-3 ans avec le Covid et tous les clubs avec leurs problèmes financiers. Ça peut aller très vite. Heureusement, parfois on rebondit bien.
J'ai une question, Will. T'as entraîné en Ligue 1. La Ligue 1, ça donne quoi? Il y a des matchs qui sont vraiment super intéressants et très intenses. Comme le match à domicile contre le PSG, où c'était la première de Messi. Ça, c'était vraiment une expérience énorme. Et plus grosse audience en plus. Hein. Enfin, c'est un record d'audience aussi pour ce match. Ouais. Et ça, c'était vraiment super intéressant. Il y a eu un déplacement à Rennes où il y a un public vraiment, vraiment fervent derrière. Mais après, ça reste du foot. Ça reste. Ouais, il y a des matchs que tu vas jouer, avec tout le respect que j'ai pour eux, mais à Brest ou à Clermont, c'est comme jouer ici contre les plus petites équipes dans le championnat. Donc oui, il y a. Donc c'est quoi la différence alors entre les deux championnats? La plus grosse différence, c'est au niveau du jeu, je pense. C'est un jeu beaucoup plus fermé en France. Et dans mon cas à Reims, on s'adaptait beaucoup plus à l'adversaire. Que d'imposer notre propre style de jeu. Et il y a beaucoup de clubs ou de coachs en France, je pense, qui font ça. C'est que tu regardes l'adversaire et je ne veux pas dire que tu joues un miroir presque par rapport à eux, mais nous, c'était souvent le cas. Et c'est juste une culture et une approche complètement différente et qui était super intéressante à voir et à regarder. Très bien, on va aller un peu côté de la justice. Le Footgate, les amis. on va essayer de ne pas trop se brûler les ailes. Donc, il y a le parquet fédéral qui veut poursuivre 57 personnes. Pour rappel, le Footgate, je ne sais pas si vous vous souvenez, le scandale est sorti en 2018. Donc, on est plus de 3 ans après. Hein. Donc, est-ce que vous pensez sincèrement qu'il y aura des sanctions? Déjà ça, et surtout le foot est en train de devenir vraiment du business, enfin surtout en Belgique en fait, on voit vraiment ça avec la Belgique, c'est en train de changer quoi. Ouais, s'il n'y a pas de sanctions, le monde entier va rigoler avec la Belgique, déjà pour commencer, et ce qui est normal, mais comme tu dis, le foot est devenu trop un business. Quand je voyais avant, c'était vraiment les meilleurs qui jouent, maintenant c'est presque quasiment, si tu es dans le portefeuille de X ou Z, tu vas avoir plus de chances de jouer ou même être coach. Donc c'est devenu... En fait, on a un petit marché et où les agents sont très importants, en fait, ici en Belgique. Pas tous. Il y pas tous, hein, 3-4 qui sont très puissants. C'est ça, et qui ont et l'argent fait l'argent. Donc malheureusement, le foot en Belgique, c'est devenu un peu trop de business, d'ailleurs partout au monde. Et moi, ça m'a fait mal de voir même les arbitres dedans, les directeurs, les directeurs financiers des clubs et tout ça, et même les gens qui travaillent à la banque. Donc franchement, ce n'est plus que le foot et c'est triste de voir certaines choses comme ça. Le côté business du foot, j'ai envie de dire, quand il y a des deals à faire, que ce soit dans le foot ou dans les autres domaines, je pense que des malversations, il y en a partout. Après, le foot est sous les projecteurs tout le temps. Dès qu'il y a ne fût-ce qu'un soupçon, ça éclate dans la presse. Ça salit des gens et des clubs. Après, là, c'est une enquête qui était beaucoup plus longue. Hein. Oui, là, on parle vraiment d'une enquête. Ce que je veux dire, c'est que forcément, on va en parler parce que c'est sous le feu des projecteurs. Après, le côté sportif, où comme Marvin le dit, il y a des arbitres impliqués, des directeurs de clubs. Là, ça fait mal à toute la réputation du football belge. Mais je pense qu'il n'y a pas que la Belgique qui est concernée. On a les yeux dessus parce qu'on y est. Mais je pense que si on creuse dans tous les autres pays, ça m'étonnerait qu'il n'y ait que la Belgique qui recourt à ce type de méthode. Ouais, moi ça me fait mal parce qu'en Belgique, il y a tellement de talent que même tu te demandes maintenant, mais ce jeune, est-ce qu'il est vraiment fort ou c'est parce qu'il y a tel agent et qu'il joue avec? Donc, dans tous les clubs, il y a toujours des joueurs que tu dis, mais lui-même, dans mon équipe, il ne peut pas jouer. Après, même tu demandes la question, est-ce que c'est un agent qui est derrière ou le directeur qui est derrière, qu'ils ont payé X argent pour ce joueur pour après le revendre et mettre dans leur poche? C'est quoi le vrai... Moi, je préfère rester naïf et regarder le football et pas se poser ce genre de questions, parce qu'alors le plaisir, tu vas le perdre. Hein. Tu vas regarder un match et tu vas poser ce genre de questions. Je préfère rester naïf et profiter du beau jeu. Ouais, mais je pense, comme coach, je sais pas, Will, si tu n'as jamais eu le truc, la pression d'un club de dire, écoute, ce joueur doit jouer parce qu'il y a X derrière et il y a Z derrière, ou tu n'as jamais eu ce Non, t'en entends parler, mais moi, personnellement, j'ai jamais eu ce cas de figure-là. Mais comme vous le dites, moi, je préfère rester naïf et me concentrer sur... J'ai l'impression que tout le monde fait un peu l'autruche. Ouais, non, c'est clairement, mais comme Guy le dit, sinon tu perds tout le plaisir que tu as à aller t'entraîner tous les jours ou à jouer les matchs. Et je me rappelle du début de ce scandale, parce que nous, on avait perdu la finale avec le Beerschot contre Malines, justement. Et puis ça avait éclaté. Et c'est nous qui devions monter. Et puis Malines a fait appel et ils ont gagné l'appel. Oui. Et du coup, on s'est senti un peu lésés. Et c'est à ce moment-là que je ne vais pas dire que tu es dégoûté par le monde du football, mais
clairement tu l'es parce que tu sais que certes, tu as perdu la finale et tu ne mérites pas au final de monter. Mais en sachant qu'il y a eu des trucs derrière, tu te dis quand même, est-ce que c'est est-ce que c'est tout à fait logique ou est-ce que c'est tout à fait clair ce qui s'est passé? C'est ça. Mais ouais, par amour du football et par amour du boulot qu'on fait, je pense que tu restes un peu naïf et tu te concentres. Mais vous pensez qu'il devrait y avoir des sanctions, qu'il devrait y avoir des amendes ou des choses comme ça, ou que ça reste superficiel, on le sait, c'est tout, et that's it, parce que là, ça va vraiment salir le football belge. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que quand on fixe un match, on dit celui-là, il y a eu des problèmes. Tu vas regarder ce match-là par après, et chaque petite erreur d'un jour, tu vas dire lui, on parle de 4 matchs truqués quasiment pour sûr, plus d'autres. Et on parle même des titres d'Anderlecht en 2014 et 2017 qui pourraient potentiellement leur être enlevés, parce qu'en fait, il y a 8 ans de prescription en Pro League. Donc, ça va quand même potentiellement engendrer quand même beaucoup un effet un peu domino, boule de neige. Et tu regardes le but du Standard. Personne n'a dit, à mon avis, il y a quelque chose. Alors que la passe en retrait, c'est une grosse erreur. Et si dans 2 ans, on dit, là, il y a eu quelque chose, tu vas regarder le match, tu vas dire, mais oui, c'est clair. Mais après, on parle de match où d'un coup, il y a 3 goals d'un coup à toute fin de match dans les 5 dernières minutes. Où il y a des enjeux comme le titre ou le maintien. C'est ça. Mais les joueurs peuvent faire des erreurs dans ce match-là aussi. Encore plus avec la pression. Oui, les erreurs font partie du foot, mais après, avec tous les noms qui sont sortis. Et c'est des gros noms. Et après, il y a tout le monde qui dit non, moi, j'ai rien fait. Alors Veljković, il a tout dit. De la merde, en fait. Parce que tout le monde dit non, moi, j'ai rien fait, avocat. Mais il y a quand même 57 noms. C'est énorme. Et des gros noms en plus. On ne parle pas de petits. Les histoires de Peter Maz, il partait à l'Ukraine, il partait avec des sacs du pain avec 400 000 € dedans. Ça ne peut pas être n'importe quoi. Ouais, mais ça n'a. Je veux dire, tout ça sur le jeu même, ça n'a pas d'impact. Non, mais sur le foot. Ah oui, bah oui. La réputation en prend un coup. Après, t'entends que Lekes, il devrait mettre l'argent au club. Après, il laisse, t'inquiète, je vais gérer. Il rappelle Chimanga en équipe nationale pour que 2 ans après, il est vendu pour 1,7 million à Genk. Ça en fait aussi mal pour le joueur même parce que lui, il n'est pas au courant. Il pense que voilà, tout se passe bien. Pour après, en fait, non. Donc, en fait, les joueurs, c'est des pions des agents et des clubs. Tout à fait. Et moi, c'est ça qui me fait mal parce que tu peux bien jouer, mais tu ne sais pas ce qui se passe derrière ton dos. Et ça, je trouve que les joueurs de foot, maintenant, doivent un peu prendre plus de contrôle de leur carrière, comme Kevin De Bruyne il a fait d'ailleurs l'année passée. Il dit que moi-même, je prends ma carrière dans les mains. Parce que tant que les agents ils ont telle puissance dans le foot, ça va continuer. Les joueurs sont des marionnettes, en fait, pour l'instant. C'est vraiment ça. On a dit Modji Bayat, il y a 2 ans, tout le monde a rigolé avec lui. Une semaine après, il était en Anderlecht avec un très bel acte de lui, il rigolait avec des gens. Donc, à un moment, jusqu'où ça va aller. Il est très proche de Nantes aussi, c'est ça, en Ligue 1. Ouais. Il est partout, je pense. Oui, il est implanté partout. Non, pour répondre à la question, allez, laissons faire la justice. Ouais. Si tu as fait, entre guillemets, le con, tu sais qu'un jour, ça se retournera contre toi. Donc, on n'a pas, je pense pas qu'aucun de nous ait le pouvoir de décider sur ces choses-là. S'il y a eu chose pas très claire, il s'en suivra des conséquences et laissons la justice. Après, je suis d'accord avec vous, c'est dans tous les sports, c'est la même chose. Hein. Enfin, non, mais c'est ça. Clairement, et pas que de la corruption comme ça peut être même des dopages. Dans le cyclisme, par exemple, des scandales éclatent X années plus tard, c'est la même chose. On aime bien garder ça secret, on se dit tiens, c'est entre nous, et puis ça explosera quand ça explosera. Mais pour l'instant, on profite, quoi. On va dire ça. Ça reste quand même dommage pour tous les jeunes qui arrivent maintenant. Tout Parce à fait. que nous, avant, quand on était jeunes, on voyait le foot, on voyait les vrais joueurs, c'était vraiment le foot pur. Maintenant, les jeunes, ils doivent voir, cet agent-là, il est pressé là-bas, donc je travaille avec lui, parce que peut-être il va me mettre là-bas. Donc ça perd un peu l'amour pour le foot pour moi. Et c'est la faute de qui, on ne sait pas. Et comme Willy dit, il faut laisser faire la justice. Mais pour les jeunes, tout ce qui arrive maintenant, c'est triste de devoir voir ça, que le foot, en fait, c'est devenu un business. Et tu peux vite perdre la tête aussi. Hein. En tant que joueur, quand tu es jeune comme ça, tu ne comprends pas trop ce qui se passe et tu suis un peu... Parce qu'avant, nous, on jouait quand on avait 16 ans ou pour 2 000 €. Maintenant, les jeunes de 16 ans, ils donnent 30 000 €. Ou l'agent il va chez les parents, il donne 100 000 €. Tiens, les parents, après, je vais faire ça. Donc, le foot, c'est devenu juste un business. Et vous avez vu ce qu'a dit Cristiano Ronaldo par rapport aux jeunes aussi. Il disait, moi, avant, quand j'étais jeune, j'écoutais les vieux, les anciens, j'écoutais vraiment tous les conseils, tout ce qu'on me disait. Il fait maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes joueurs, il fait, c'est fini. Hein. C'est la catastrophe, quoi. Après, il dit vraiment, c'est impossible de leur parler et ils écoutent personne, en fait. Ils en font qu'à leur tête, quoi. Mais ça, c'est plus par rapport au monde dans lequel on vit, je pense. Oui, je pense que la génération a évolué complètement. Et que la génération actuelle, elle veut tout et tout de suite. Ils aiment bien se voir, ils aiment bien... Avec les réseaux sociaux, tu le vois tout le temps.
Et donc forcément, ça gonfle un peu ton ego. Et tu es moins à l'écoute de ce qui se passe autour de toi. Parce que si tu as, je sais pas, 40 000 personnes qui te disent sur Instagram que tu es merveilleux, c'est une personne de t'en rien à battre. Tu finis par le croire. Donc ça, c'est plus par rapport au monde dans lequel on vit actuellement, je pense. Et donc si tu ajoutes en plus ça, le Footgate, plus ces jeunes qui ont évolué, ça va faire... Oui, mais aussi, comme il dit, c'est des réseaux sociaux, ça devient fou. Tu vois les Depay, les Pogba qui font certaines choses. Les jeunes aujourd'hui, ils voient ça, ils disent « Oh, moi aussi, je vais faire ça. Donc, parce que c'est cool. Les mentalités ont changé. Quand on avait 18 ans dans un groupe pro, tu arrivais le matin, tu regardais tes chaussures, tu t'occupais du matériel. En caricature, tu nettoyais les chaussures des plus vieux. Mais non. Mais quand tu étais sur le terrain, tu étais un peu stressé, tu faisais tout simplement. Carré, quoi. Ouais. Maintenant, la nouvelle génération, ok, il y a moins de respect, on s'y croit beaucoup plus vite après 2 bons matchs. Mais quelque part, dans leur jeu, il y a plus de fantaisie, ils se lâchent directement. Moi, je vois des jeunes arriver à l'Union, par exemple, c'est leur premier entraînement avec nous. Il n'y a pas de stress, ils dribblent s'ils veulent essayer de dribbler. Moi, à 18 ans, mes premiers entraînements, mais jamais j'aurais même pensé à dribbler. Peu importe, tu le faisais en jeune, tu arrivais en pro, tu étais le petit. T'observais un peu, quoi. Je crois qu'il y a plus d'écart entre les générations. Maintenant, il y a aussi moins de vieux joueurs dans les groupes. Enfin, je pense. En tout cas, nous, on n'est pas des masses à avoir la trentaine. Mais il y a plus de ce mix où tout le monde est bien avec tout le monde. Et donc, la mentalité a changé, mais il y a du positif quand même là-dedans, je trouve. Mais tu fais une très belle transition. Tu parles de jeunes et de vieux. On va parler retraite. Je ne suis pas concerné. En fait, non, pas du tout. Mais on voulait poser cette question parce qu'il y a pas mal de journalistes en fait, qui sont en train de dire que des Ronaldo, Messi sont un peu des boulets dans leurs équipes respectives et qu'il serait peut-être temps de partir et qu'en fait, ils s'accrochent un petit peu aux records, aux stats, etc. À quel moment on part quand on est joueur de foot ? Des boulets sportivement, ils veulent dire ou... Même non, le poids même d'un Ronaldo, d'un Messi dans une équipe, on le voit quand même dans un vestiaire et tu es obligé de le faire jouer. Tu vois, t'as tous... ils disent un peu tous que ouais, c'est un peu des... Un coach qui a un joueur comme ça, même s'il est un peu plus fatigué, et c'est sûr qu'il doit te poser problème peut-être pour mettre des tactiques en place ou des philosophies de jeu, mais quelque part, quand ton club le signe, tu n'as qu'une chose à faire, c'est t'adapter à lui, non ? Je sais pas, oui. Tant qu'il est performant, en fait. Ouais. Tant qu'il performe et qu'il... Parce que Cristiano va avoir 37 ans cette année et Messi 35. Mais ils ont sorti les stats de Manu sans Ronaldo depuis le début de la saison. Ok, il peut être un boulet autant que tu veux, mais s'il te fait gagner des matchs, il te fait gagner des matchs. Surtout en Champions League. Il marque à tous les matchs en Champions League il est moins aligné en Première Ligue. Je trouve le mot boulet extrêmement... Ah, mais c'est vraiment... Ouais, je sais. Ça reste nous les icônes de toute notre jeunesse. Mais c'est pas parce que justement ce sont des icônes qu'on... On force. Comme tu le dis, tant qu'ils sont performants avec les stats. C'est genre Messi, on prend Messi en Ligue 1, c'est un goal. Oui, mais lui aussi, d'aller d'Espagne, aller en Ligue 1, comme Willy a dit, c'est très très fermé là-bas. Je pense qu'il a cru que je vais aller à PSG, je vais attaquer avec Mbappé et Neymar. Mais quand tu vas jouer à Brest ou à Dijon ou à Clermont, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais pour toi, donc un joueur qui est payé 40 millions l'année... Oui, mais ça, il faut dire, c'est pas parce qu'il est payé 40 millions. C'est pas parce qu'il est payé 40 millions qu'il doit tout faire. Mais je ne sais pas tout faire, mais être un goal en Ligue 1, je suis désolée, depuis le début de la saison... Non, je pense qu'il a... Messi, c'est Messi, il faut le Je respecter. ne dis pas que je ne le respecte pas, loin de là. Donc ça veut dire qu'on doit lui laisser du temps, c'est ça. Non, joueur pareil. Pour moi, il a fait un mauvais choix, c'est tout. Il a fait un mauvais choix. Voilà, donc c'est ça, c'est plutôt ça. Et ça arrive. Pour moi, il doit rester à Barcelone. N'importe l'argent, il doit rester. Ronaldo, si lui, vraiment, il voulait des stades, il est parti à City. Parce que City, ils vont tout gagner. Il a encore tout gagné. Donc, comme on parle de Ronaldo, lui aussi, ce qu'il fait à Man United, on peut dire qu'il est vieux, que c'est un boulet dans l'équipe. Mais le dernier match contre Atlanta, c'est lui qui sauve l'équipe. Mais en Champions League, c'est lui qui sauve. Enfin, sans Cristiano, il n'y a pas de Manu qui passe en 8e. Hein. Donc, il marque dans tous les matchs et à chaque fois des matchs des goals décisifs. Ouais, et voilà. Messi aussi en Champions League, de toute manière, il a marqué 4 goals. Donc, je pense que Messi il a fait les mauvais choix pour sa carrière. Et Ronaldo, partout où il passe, il marque et il fait ce qu'il doit faire. Donc, Après, on parle de le mot est dur, boulet, mais Messi, il a quand même rapporté je ne sais pas combien au PSG aussi. Donc, il y a au-delà du joueur et de la performance, il y a aussi l'aspect financier et médiatique qui est derrière. Ça reste un bon investissement. Et ça reste un bon investissement. Mais je pense que pour le PSG, c'est nickel. Enfin, eux, ils ont fait le coup du siècle. Enfin, tu vois. Mais c'est sûr que dans d'investir. Mais c'est plutôt moi, Messi, c'est plutôt le chemin inverse. Et puis, évidemment que le PSG, c'est une super bonne idée, c'est le coup du siècle. Personne n'aurait pensé que Messi allait quitter le Barça. Mais c'est plutôt Messi, là, je suis pas sûre que c'est le gars le plus épanoui de la planète, quoi. Ouais. Après, c'est aussi le corps qui suit. On parlait avant de Igor de Camargo, lui, il va avoir bientôt 40 ans.
mais il ne veut pas s'arrêter. Pourquoi ? Parce que son corps, il peut encore et il veut encore. Si dans la tête et ton corps, tu sens encore prêt, comme Ronaldo, tu continues. Mais si, je ne pense pas qu'il a la même gêne que Ronaldo ou de Camargo pour continuer à jouer X temps. Donc, je ne pense pas que Game non plus, qu'il va jouer jusqu'à 40 ans. Chaque corps est différent, chaque tête est différente. Donc, ça, il faut respecter. Et voilà. D'ailleurs, ils ont encore remporté un titre. Hein. Ils sont dans le 11 type de Best FIFA. Enfin, ils restent impressionnants, évidemment. Hein. Et Benzema qui n'est pas dans le 11 type. Ouais, j'avoue, j'avais là, c'est Edouard Mendy qui n'est pas dans le 11 type, mais qui est quand même meilleur gardien. Enfin bref, les récompenses, on a déjà dit 10 000 fois que c'était un peu... Ouais, mais les trucs comme ça, c'est du bullshit. C'est devenu un peu n'importe quoi, les titres Ballon d'Or. Regardez qui vote. Ouais, voilà, qui vote. Parce qu'il a envoyé un message, il a répondu, il va te mettre dedans, donc on ne sait pas ce qui se passe vraiment, réellement. Mais parlons de deux joueurs qui sont loin, on espère, de la retraite. Kevin De Bruyne et Lukaku. Donc, il y a eu le gros match quand même, City-Chelsea, remporté par City grâce à Kevin De Bruyne. Et Lukaku qui s'est quand même fait un peu tacler, même vachement taclé par son coach. Mais c'était quand même assez violent. On dirait qu'il lui rendait l'appareil, en fait. On sent qu'il n'a pas vraiment avalé la pilule. Mais comment vous analysez vraiment ces deux joueurs complètement différents cette saison ? Un Kevin De Bruyne qui est décisif avec City et un Lukaku qui, qu'on se le dise dans les grands matchs, pour l'instant, cette saison avec Chelsea ne répond pas encore présent. Pour moi, Kevin, ça fait je sais pas combien de temps qu'il a City, 5-6 ans au moins. Et du coup, il est devenu vraiment le emblématique dans cette équipe et un élément clé pour Guardiola. Et à l'inverse, Lukaku, c'est sa première saison, techniquement sa première saison de retour à Chelsea, on va dire. Mais Lukaku a surtout fonctionné sous différents types d'entraîneurs. Et si je regarde un Conte l'année passée à l'Inter, il a vraiment su en tirer le maximum parce que l'Inter de l'année passée était, je ne veux pas dire uniquement basé sur Romelu Lukaku parce que c'est trop, mais il avait une énorme importance pour cette équipe-là de l'Inter. Mais tu as raison, Conte, je pense qu'il a fait son système de jeu autour de Lukaku, ce que ne fait pas du tout Tuchel. D'ailleurs, il a dit ouvertement, on ne va pas changer notre système de jeu pour Lukaku. Non, mais c'est ça. Et du coup, Lukaku, il doit forcément se sentir un peu moins important. Est-ce que le style de jeu correspond tout à fait à ce que Romelu fait quand il est à son meilleur niveau ? Je crois que la question se pose, mais ils sont à deux étapes complètement différentes aussi de leur processus et de leur carrière, dans le sens où Kevin, ça fait X nombre d'années qu'il est là, qu'il est performant en Première Ligue, qu'il gagne des titres, qu'il gagne même des prix individuels. Et Romelu, qui a changé de contexte, qui a changé de club et qui a changé d'entraîneur surtout, se retrouve dans un plan de jeu qui n'est pas forcément super adéquat pour lui. Certes, il y a eu l'interview un peu malheureuse, mais voilà, ils en sont à des stades différents. Après, ça reste des phénomènes du football mondial. Et quoi, vous pensez qu'il va partir, Lukaku, à la fin de la saison ? Ça, c'est... On en parle beaucoup d'aller retrouver Conte, justement. Ouais, ce qui est normal, mais après, il y a aussi Harry Kane là-bas. Je ne sais pas si Kane il part pas, Romelu, il n'a rien à voir là-bas. Après, la saison de Kane, elle n'est pas... Oui, mais ça reste Kane. Oui, ça reste Kane. Chaque attaquant, comme on dit toujours, après, il voulait partir. Tout à fait. Il n'a pas eu son transfert, et on sait très bien que quand tu veux partir et tu ne pars pas, l'année qui vient après, c'est toujours un peu plus dur. Mais pour revenir sur Kevin, je trouve ça marrant parce qu'il était blessé il y a X mois. En ce moment-là, on avait joué City. Il y avait Bernardo Silva, Gundogan. On se disait, mais comment Kevin il va revenir ? Parce que l'équipe était tellement forte qu'on disait, c'est très fort déjà. Après, Kevin, il revient et c'est encore plus fort. Et lui-même, individuellement, il fait des choses comme ce week-end, le but qu'il marque, c'est un but de génie. Il se fait tacler par Kanté. Il veut donner une passe, mais à la fin, il change de son instant et il frappe et la balle est parfaite. Kevin, c'est un génie de notre niveau. Et Romelu, malheureusement, les gens l'attendent parce que les gens savent que ce qu'il a fait à Inter, il est revenu, il y a eu un peu beaucoup de bruit. De ses premiers 2 matchs contre Arsenal, il a mangé Arsenal, donc les gens disent là il est retour. Après, malheureusement, le style de jeu de Tuchel, c'est pas vraiment, je pense, pour son mieux. Mais Romelu reste Romelu. À mon avis, il va toujours marquer, juste que les gens, dès qu'il fait un mauvais contrôle ou il rate un passe, on le critique, on le tue. Et en Angleterre, on a toujours dit Romelu, il est jamais là dans les grands matchs. Et malheureusement, contre City ce week-end, c'était pas le meilleur match, mais voilà, ça arrive. Mais comme tout le monde est toujours sur son dos,
ça devient un peu lourd pour lui. La pression. Ouais, et par contre, moi, ce que je trouve fou avec Kevin De Bruyne, mais tu le disais, donc il était blessé à sa cheville, il a eu le Covid, donc il a quand même été blessé, enfin pas présent longtemps. La première partie de saison, un peu plus difficile que d'habitude. Et en fait, il vient un match. Et il faut oublier tout ça, tout le fait qu'il n'a pas eu une première partie de saison qui était exceptionnelle, qu'il était blessé, qu'il a eu le Covid, etc. Et en un but, on se dit, voilà, il a participé potentiellement au titre de City, il a marqué contre Chelsea, parce que là maintenant ils sont loin, Chelsea. Et voilà, et donc lui, il arrive à un peu... à nous mettre un peu des paillettes dans les yeux, comme ça, et de la poudre aux yeux, en fait. Pour moi, ce qu'il y a avec lui, c'est qu'il fait vraiment briller tous ses coéquipiers. Tout le monde a déjà parlé de son passing, à chaque fois qu'il trouve des lignes incroyables. Et il fait briller les autres. Donc même quand l'équipe tourne, tu sais que tu peux le mettre dedans parce qu'il va encore la rendre plus belle et plus forte. Enfin, ça, c'est mon avis sur lui. En plus, toi, tu as joué contre lui. Toi, tu étais back droit. Lui, tu étais toujours à gain qui était flanc gauche. Donc, je pense que tu savais déjà avant qu'il était tellement fort parce qu'il pouvait aller à gauche, il pouvait aller à droite, il pouvait tout faire ce qu'il veut, en fait. On était ensemble en équipe nationale U19 dans les jeunes. Et à ce moment-là, c'était le petit qu'on mettait un an au-dessus. Donc, il était réserviste chez nous. Mais il a explosé et tu as directement senti qu'il y avait une qualité incroyable. Et puis, on connaît la carrière qu'il a fait après. Mais oui, il a quelque chose, en plus de faire briller, c'est que je regardais encore le match ce week-end, les adversaires ont peur d'aller presser. Incroyable, tout à fait. Pourtant, ce n'est pas le joueur le plus explosif, mais ils ont peur parce qu'ils savent qu'il y a derrière, il y a un gros danger, quoi. Peut-être qu'ils veulent faire laisser parler le génie, tu vois. Ouais, mais tu sens qu'il a un respect sur le terrain. Ah oui, phénoménal. Une crainte même. Ouais. C'est ça qui est beau. Quand tu as ce statut-là, un joueur comme ça, dès qu'il est fit, tu le mets dans ton équipe. Mais pour moi, ça a tout à voir avec le contexte. Kevin De Bruyne à Man City, ça marche et ça marche depuis plusieurs années. Et on lui permet d'être aussi performant. Et Lukaku, si tu prends le Lukaku de l'Inter l'année passée, personne n'a envie de jouer contre lui. Non. T'as pas envie de jouer contre... laisse tomber. Et là, le contexte a changé, l'environnement dans lequel il est a changé. Il est certes un peu moins performant. Parce que le système de jeu ne lui convient pas, c'est pour ça. Entre autres. Ouais. Et du coup, moi, c'est plus à voir avec ça, je pense. Mais est-ce que Kevin De Bruyne, c'est pas le match parfait avec Guardiola? Si. Guardiola qui n'a pas joué avec le numéro 9. Complètement. Que seulement avec des milieux de terrain comme à Barça avant il faisait. Il avait Iniesta, Xavi, Busquets, Messi, Ronaldinho, c'est tous presque quasiment des milieux de terrain. Avec Eto'o, ok. Mais je pense que Kevin, c'est un génie. Mais je pense que le match entre Guardiola et Kevin, c'est parfait. Guardiola qui est ancien milieu de terrain aussi, pas du niveau de Kevin pour moi. Mais pour moi, c'est parfait. Après, tu as Mahrez, tu as Sterling, tu as Gundogan, tu as Bernardo Silva, tu as Rodri, tu as tellement de joueurs. Et je pense qu'eux-mêmes, quand Kevin y joue, ils savent qu'on donne le ball à droite, il va faire ce qu'il veut. Et comme Guillaume l'a dit, ce n'est pas le joueur le plus vite ou le plus costaud. Mais on sait que quand on va le presser, à chaque moment, il peut t'éliminer avec un coup de génie. Et c'est ce qu'il fait. Donc, quittons la Première Ligue pour aller à la CAN. On a parlé il y a 2 semaines en disant que c'était une compétition un petit peu méprisée, etc. Voilà, on va pas se mentir, la pub, elle n'est pas excellente pour la CAN. Avec tout ce qui se passe, que ce soit les pelouses aussi, qui sont teintées pour ne pas montrer qu'elles sont en mauvais état, les mauvais hymnes, l'arbitre de Mali-Tunisie qui siffle. Magnifique, c'était complètement surréaliste. Une grosse insolation. Mais oui, c'est ça, à cause c'est dans une insolation, il était à l'hôpital juste après. Enfin, c'est quand même une CAN qui commence un petit peu laborieusement, même pour les équipes qu'on attendait, telles que l'Algérie, par exemple, qui a 2 doigts d'être potentiellement éliminée. On ne s'attendait pas à ça. Hein. En fait, c'est imprévisible. La CAN, c'est la compétition la plus imprévisible en fait, de toutes. Moi, j'ai toujours dit vers la fin de la CAN, c'est là que les meilleures équipes ils vont jouer. Là, j'ai vu Nigeria. Pour le moment, ils sont très très forts. Cameroun sont très très forts. Maroc aussi sont très très forts avec beaucoup de jeunes. Donc, et seulement Côte d'Ivoire qu'on va avec Pépé sur le banc, Zaha sur le banc. Ils ont une équipe qui te dit waouh, même à la Coupe du Monde, il peut faire du mal. Mais il y a des équipes comme Malawi, Mauritanie, Zimbabwe et tout ça, c'est pas facile de jouer contre eux, les terrains qui sont secs. Après la CAN, ça reste très beau à voir, mais jusqu'à maintenant, je pense que je suis un peu déçu du niveau de certaines équipes, mais je pense que autant que la CAN progresse, ça va aller mieux et mieux. Mais, comme on dit, l'arbitre, pour le moment, c'est le meilleur truc qu'il y a eu à la CAN. L'arbitre qui, même 2 fois, il fait des conneries. Même pas une fois, mais 2 fois. 2 fois, oui. Moi, je me demandais, au niveau préparation, ils ont rien eu, les équipes ensemble. J'ai l'impression qu'elles sont arrivées directement le premier match. Quelques jours, je crois que c'est 3 jours où ils sont partis. Tactiquement et tout, c'est difficile. Il y a un truc, Mandy et Mané qui ont joué le match contre Chelsea. Ouais.
Et 3 jours après, ils avaient un match, par exemple, avec Sénégal. Mais c'est ça, pour une Coupe du Monde ou une Coupe d'Europe, les mecs, ils ont des semaines pour préparer, non? Je me dis que c'est compliqué d'arriver et de performer. Sauf maintenant avec le Qatar, ils auront moins de temps de préparation d'ailleurs. Parce que ça arrive en plein milieu de la saison. Oui, mais même avec ça, Martinez, lui, il veut faire un stage avec des joueurs qui ne sont pas toujours repris. Donc non, mais ça, pour moi, c'est une catastrophe. Donc, pour dire que pour la CAN, ce n'est pas possible parce que Mendy, il a eu match 4 jours avant contre Liverpool. Après, tout d'un coup, il doit aller jouer contre Zimbabwe ou Malawi. Je ne comprends pas. Donc, tu as des conditions de jeu qui sont complètement différentes, une météo complètement différente, un terrain différent. Enfin, rien à voir. Ils viennent de Londres où il pleut tous les jours, il fait froid. Après, il a léger Cameroun où il fait 30 degrés. Et 4 jours après, tu dois performer. C'est pas facile avec des référés qui sont pas. Mais je pense qualitativement, la CAN, ils ont tellement de joueurs de qualité. Juste qu'ils n'ont pas mis en meilleure position pour performer. La faute est lourde, je ne sais pas, mais c'est un peu triste. Mais... Moi, à part le timing qui est un peu dérangeant pour les clubs européens, je trouve que c'est un charme. Ah oui, bah oui. Je trouve que c'est un charme. Allez, j'ai regardé le premier match parce qu'on avait 2 joueurs concernés, on avait Faye et Tapso. Et tu vois, après 7-8 minutes de jeu, l'autre qui te met un tacle sorti d'ailleurs. Là, tu te dis, waouh. Non, après 1 minute. Ouais, mais tu te dis, et c'est sur Faye en plus, et tu te dis, ouais, c'est ça la CAN en fait. C'est ça. Et tu te dis, avec tout le charme qui va avec, alors oui, comme je dis, le timing n'est pas top, mais ça reste une grande compétition. Il ne faut pas oublier la qualité de joueurs qu'il y a dans certaines équipes. Il y a les meilleurs joueurs. Mais c'est ça que j'ai dit, quand tu vois vraiment les meilleures équipes, quand tu vois Nigeria, Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal, ça joue. Ah non, clairement. C'est comme tu mets ici Brésil contre, dis-moi une équipe contre Islande. Ils sont toujours défensifs, c'est pas beau à voir. Ouais, ça fait. Donc les meilleures équipes, ils jouent et toujours ils mettent 3-4 buts. Juste que voilà, contre des petites équipes, c'est un peu moins. Donc il faut attendre qu'eux s'éliminent. Et je pense qu'après, ça va aller, parce que c'est partout. Parce que les qualités du pays, en Afrique, c'est immense. Donc en fait, c'est hyper dommage, quoi. Mais la dernière CAN, elle a eu lieu au mois de juin, non? C'était en 2019. En fait, à la base, depuis 2019, les CAN devaient se dérouler pendant l'été. Et donc, il n'y avait pas ce problème. Mais là, à cause du Covid, ça a été postposé. Sinon, à la base, c'est de nouveau l'été, en fait. Parce que la dernière CAN, en 2019, je l'avais trouvé super intéressante, parce qu'il y avait eu une préparation qui était plus ou moins adéquate. Tout à fait. Et il y avait eu un contexte dans lequel, c'est la CAN à ce moment-là. Comme les Coupes d'Europe, en fait. Voilà. Vraiment, ouais. Et là, je trouve que c'est un peu... On va la poser là parce qu'on doit la poser là et qu'il faut la jouer. Et plus tout ce qui se passe en plus, ça c'est clair que... Parce qu'en plus, on parle de l'arbitre qui a sifflé 2 fois. Il n'a pas été finalement sanctionné, mais on parlait de lui quand même pour des suspicions de corruption à l'époque, en 2018. Ah ouais, okay. Donc ça ajoute même pas non plus... Enfin voilà, c'est une histoire différente, hein, mais c'est un arbitre et en plus il sera de nouveau là il sera du côté de la VAR. Et il a mal arbitré le match aussi, parce qu'il a quand même donné une carte rouge alors qu'il n'y avait pas vraiment faute, et la VAR est intervenue. Donc c'est vrai qu'il y a autour quand même pas mal de choses négatives en fait. Ouais, ça c'est un peu. Et ça aide pas du tout. C'est un peu triste parce que l'Afrique, c'est hyper triste, tout à fait. C'est beau, le foot, ok, c'est différent, mais la qualité qu'il y a sur le terrain, si tu regardes que ça. Je pense que c'est pas la Coupe du Monde, mais c'est comme en Europe. Oui, je suis d'accord. Voilà, mais c'est d'office comme la Copa América, de toute manière. Enfin, toi, c'est d'office. Tellement qu'il y a des trucs médiatisés qui sont un peu négatifs autour de tout ça, qui fait que c'est que la CAN, mais en fait, non, vraiment, les joueurs qui sont sur le terrain. Tu vois, Sénégal sur le banc, ils ont Zaha, ils ont Nicolas Pepe, mais il y a des pays en Europe qui n'ont pas ça. Juste que malheureusement, c'est un peu négatif dans le média. Et j'espère que ça va changer. Mais bon, comme on vient de dire qu'on a mis un championnat qui est très beau, juste voilà, allez jouer et faites-vous plaisir. Et pour revenir sur le positif et le côté charme que Will disait, moi ce que j'apprécie aussi là-dedans, c'est l'esprit d'équipe. Ouais. Ils forment des groupes incroyables. J'ai regardé le discours de Eto'o dans le vestiaire camerounais. Mais tu dis, il te prend aux tripes. Et je pense que la religion a aussi un grand rôle, je pense, parce qu'ils prient ensemble avant les matchs. Tu les vois chanter, danser. C'est tout le côté positif quand même de la CAN. Et je reviens sur ce que tu dis. C'est mais les journalistes sportifs aussi qui se mettent sur leur chaise, etc. Dès qu'il y a un goal, il y a un truc qu'on ne voit pas du tout en Europe. Voilà. Et lors d'un mondial, c'est vraiment propre à la CAN. Ouais, voilà. C'est vraiment faire parler ses émotions, quoi. Ouais. C'est la beauté du foot. Ça, c'est le vrai foot. Il n'y a pas de trucs d'agent, il n'y a pas de trucs d'arbitre maintenant, oui, mais c'est vraiment c'est le foot pur où tu vois que c'est l'amour pour le foot. Même dans le stade, c'est vraiment l'amour pour le foot. Et c'est ça maintenant en Afrique qu'on retrouve. Comme il y a X temps, quand il y avait la Coupe du Monde au Sud-Afrique, c'était magnifique à voir.
Et donc c'est ça un peu l'Afrique qu'on doit connaître. Mais malheureusement, il y a toujours quelque chose qui devient plus grand comme l'arbitre et pas le foot qu'on montre. Tu en as parlé un peu 2 secondes, juste Roberto Martinez. Dès qu'il y a un club qui licencie un coach, on pense à Roberto Martinez. Là, il y a Everton qui a licencié Benitez et on parle de Martinez. C'est possible ça, juste avant le Qatar? Il peut aller, pour moi. Non, c'est pas J'adore. Pour moi, il peut aller. Parce que c'est pour gagner contre vas-y. Pour Kazakhstan et Azerbaïdjan, moi ça, je peux le faire. Donc, non, il a fait son travail. Franchement, la Belgique, on a grandi. Mais à un moment, il faut dire la vérité qu'il a juste pas assez pour passer l'étape. Parce qu'on va se dire la vérité. Maintenant, la Coupe du Monde, c'est la dernière chance pour le groupe. En tout cas, ce groupe-là, oui, évidemment. Moi, je trouve qu'on est fort négatif quand même parce que au final, on reste un petit pays, on a des super joueurs, mais on n'a jamais non plus raté avec Martinez un rendez-vous où on ne sort pas de la poule. Mais rien que la Nations League, je suis désolée, là tu loupes. Ou demi, c'est quand même des réussites. Non, je suis pas d'accord. Rien que la Nations League, on n'est pas l'Angleterre ou l'Espagne. La Nations League, les joueurs qu'on avait en ce moment-là, c'était quand même plus que la Belgique. C'était un hasard au top. Oui, mais quand tu arrives en demi ou en quart, c'est des petits détails. Ok, le mondial 2018, je suis d'accord avec toi. Je pense que face à la France, là, on savait rien faire de plus, on a joué notre meilleur jeu. Mais par contre, je suis désolée, quand tu vois la Nations League avec cette demi face à la France où tu mènes 2-0, tu peux pas t'effondrer, tu vois. C'est pas possible. Et je suis désolée, l'Euro, ok, on bat finalement le Portugal, mais c'est vraiment poussif. Et puis après, on s'écroule un peu face à l'Italie. On n'arrive même pas à mettre là c'est un peu Lukaku aussi, mais qui n'arrive même pas à marquer un seul goal alors qu'on avait des occasions. C'est un problème de Roberto Martinez aussi. Ouais, mais regarde, on compare avec la CAN, il y a les grandes équipes qui ne prennent pas de points ou qui ne marquent pas de buts. C'est pas évident d'être au rendez-vous le jour J dans un grand rendez-vous comme ça. Et moi, ce que je veux dire, c'est que la National League, pour moi, c'est pas un grand rendez-vous, mais que ce soit Coupe d'Europe ou Coupe du Monde avec Martinez. Mais quant à l'Italie, l'Espagne, la France et la Belgique, c'est un grand rendez-vous. Oui, mais je veux dire, même pour les joueurs, avoir gagné la National League, c'est pas une Coupe du Monde pas encore ou une en tout Coupe cas, d'Europe. oui. Mais je trouve qu'on est souvent difficile. Après, il ne va pas partir avant le Qatar, c'est demain le Qatar. Mais ce qui est dingue, c'est que dès qu'un club licencie quelqu'un, on pense toujours à lui. C'est fou. Moi, je trouve ça dingue. Oui, parce qu'il a eu son passé là-bas en Angleterre aussi, donc c'est pas la première fois qu'en Angleterre on dit son nom. Voilà, donc sûrement il a fait son travail là-bas, et même ici il a fait son travail, mais bon, moi. Mais il a une belle cote de popularité en fait. Ouais, je pense que c'est un bon coach, il fait ce qu'il fait, mais bon, après un moment il faut un peu changer. Après, je pense pas qu'il y a vraiment un coach qui est prêt, sauf Will Steele pour prendre l'équipe là. T'aimerais bien ça sur le challenge? T'aimerais bien une équipe nationale? Non, et l'Angleterre? Ouais, c'est l'Angleterre, c'est autre chose. Mais ça me fait rire la ferveur qu'il y a du peuple belge pour l'équipe nationale, parce que je me considère pas comme belge ni anglais d'ailleurs. Qu'est-ce qui te fait rire? Mais non, je sais pas, cette ferveur et cette critique qu'il y a toujours sur les joueurs et sur le coach. Et pour répondre à la question initiale, je pense que si Roberto Martinez veut aller à Everton, il ira à Everton. Je pense que le choix est le sien et que c'est tout le respect pour le choix. Mais la faveur, c'est parce ça faisait longtemps qu'on n'avait plus connu une belle équipe belge. Non, clairement, mais je pense qu'il y a aussi un... Tu sais, moi je me souviens, mon père m'expliquait, petite anecdote, qu'avant les places pour aller voir les matchs, c'était dans les boîtes de lait, les trucs de Kellogg's, on donnait gratuitement comme ça les places pour aller voir les matchs. Maintenant, enfin peut-être moins maintenant, mais à partir de 2014 on va dire, c'était plutôt la même chose, tu as une vraie faveur, parce que justement avant tu distribuais les places comme ça, parce que tu t'en foutais un peu en fait. Mais je pense que le peuple belge a peur de retomber dans ce registre-là. Ça, hein. Et de se dire, est-ce que la génération future va nous apporter autant de bonheur que la dernière nous a apporté. Mais est-ce que tu vois des joueurs arriver? Bon, il y a toujours 2, 3, 4 joueurs qui vont arriver, mais est-ce qu'il y a assez de joueurs pour remplacer cette équipe? Des joueurs arrivés, oui, il y en a. Enfin, quand tu vois les 21, c'est correct, mais c'est sûr que c'est pas les Eden, c'est pas les Kevin De Bruyne, c'est pas les Courtois, c'est pas tout à fait encore, en tout cas, ce niveau-là, je pense. Parce que quand tu vois la France, quand tu vois les Pays-Bas, quand tu vois le vivier il est énorme. Espagne, quand tu vois l'Italie, eux sont prêts pour le prochain. Mais c'est là qu'il faut se rappeler qu'on est un petit pays. C'est ce qu'a dit Kevin De Bruyne, hein. Petit pays, pas beaucoup de joueurs, donc il faut un peu tempérer nos propos. Reste à voir. En tout cas, voilà, on va clôturer ce numéro ici. Donc merci Marvin, merci beaucoup d'avoir été là. Avec plaisir. Merci Guillaume, j'espère que tu reviendras. Avec plaisir aussi. Et je vais faire le même discours à Will, j'espère que tu reviendras et merci. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Entre les lignes.